Bonsoir, à la une de cette édition, le lycée Janson de Sailly à Paris, théâtre de ce qui s'apparente à un suicide. Un étudiant de classe préparatoire a été retrouvé pendu dans sa chambre d'internat. Une enquête entre-temps a été ouverte. Notre invité ce soir, Pierre Nantas, il est psychothérapeute. Après l'angoisse vient le soulagement, le prélèvement à la source démystifié par les Français. 63% assurent s'y retrouver à la fin du mois. L'une de nos équipes s'est rendue dans un foyer francilien 3 mois après son entrée en vigueur. Dans le métro ou en pleine rue, les tags envahissent et dégradent les murs de la capitale. Alors comment lutter contre ces actes de malveillance? C'est le sujet de notre grande enquête de ce soir. Et l'artisanat de niche entre espoir d'avenir et précarité, les journées européennes des métiers d'art ont débuté aujourd'hui, l'occasion de découvrir ou redécouvrir le savoir-faire d'un temps. Une opération escargot pour dénoncer l'éventuelle réforme du permis de conduire. Les auto-écoles plus mobilisées que jamais se sont donné rendez-vous à Paris aujourd'hui pour cette opération coup de poing. Romane Pijulet et Célia Oprandi. Ce sont près de 1000 voitures d'auto-école rassemblées ce matin à Paris. En colère contre la réforme du permis, les moniteurs dénoncent l'ubérisation du métier et les prix d'appel proposés par la concurrence. Il y a des personnes qui font du travail illégal dans notre métier. On les laisse faire et du coup on se retrouve en difficulté puisque nous on a des tarifs qui correspondent aux charges sociales qu'on paie et eux ils ont des tarifs plus bas parce qu'ils correspondent à des charges beaucoup plus basses. Donc il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de justice. Les manifestants se sont retrouvés sur le périphérique parisien pour une opération escargot dès 6h du matin. Un cortège de grande ampleur qui se termine ici, place de la République. Associations et syndicats prennent la parole face aux gérants d'auto-écoles. On est venus nombreux. On ne va pas se laisser faire. On est contre ces plateformes en ligne. Il faut savoir que dans une répression, il y a aussi le mode de l'éducation. Et nous, on fait de l'éducation routière. Une éducation routière et un savoir-faire qui coûte cher, aussi bien pour les élèves que pour les moniteurs. Le permis, attendez, 70% de taxes, 70% de taxes. Des taxes jugées exorbitantes pour ces salariés qui justifient le coût de la formation. En moyenne, comptez 52 € la leçon d'1 heure de conduite. J'ai passé mon permis il y a 9 ans, c'était à peu près 1000 €. Et c'est vrai que maintenant c'est devenu super cher, je crois que c'est à 2000 €. Malgré un prix élevé, 2 candidats sur 3 obtiennent le permis en auto-école contre un tiers en candidat libre. Un étudiant de classe préparatoire a été retrouvé pendu hier soir dans un établissement parisien. C'est son camarade de chambre qui a donné l'alerte. Un geste qui déjà pose question. Elena Oliveri et Lise Thiombé se sont rendues sur place. C'est à Janson de Sailly, établissement réputé du 16e arrondissement, qu'un élève taïwanais s'est pendu dans sa chambre. Redoublant et premier de sa classe, Zhenfu était introverti et réservé, comme le confie un de ses camarades. Comment on pouvait le décrire? Assez timide, discret, très isolé dans son coin. Mais du peu que j'ai observé, il y avait vraiment des signes qui disaient que ça allait finir comme ça. C'était assez étonnant d'apprendre ça d'ailleurs ce matin. Alors que les raisons de son acte restent inconnues, d'autres élèves écartent l'hypothèse de la pression scolaire. Il y a des moments où c'est dur, mais l'ambiance est très bien ici. C'est pas, les profs, ils sont super. C'est pas le souci, mais voilà. L'exigence est élevée? Oui, l'exigence est élevée, mais je pense comme toutes les prépas, c'est un niveau qu'on nous demande, mais après on le sait quoi, et on fait ce qu'on peut. Dès ce matin, une cellule psychologique a été mise en place afin d'accompagner les étudiants et ouvrir le dialogue. Il peut y avoir malheureusement, la preuve en est, des choses qui nous échappent, voilà, mais qui j'insiste vraiment, ne doivent pas être mises sur le dos seulement et uniquement de la classe préparatoire, ça c'est pas possible. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. En France, le suicide est la 2e cause de mortalité chez les 15-24 ans. Pierre Nantas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychothérapeute spécialisé dans les troubles de l'émotion. Vous êtes basé à Paris et vous êtes l'auteur de La bienveillance quand elle s'invite en psychothérapie, aux éditions L'Harmattan. Alors, on a vu dans ce reportage ce jeune étudiant qui s'est donné la mort. Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui est stable, isolé ou peut-être même en recrudescence, en tout cas en milieu scolaire? En milieu scolaire, c'est vrai que le cyberharcèlement, le harcèlement n'a jamais été aussi fort actuellement. Depuis quelques années, notamment à cause des réseaux sociaux. Je ne pense pas que le décès de ce malheureux étudiant soit dû à ce type de choses. Je penserais plutôt que c'est lié à une angoisse de la réussite. D'après ce qu'on a dit, c'est un étudiant qui était étranger, qui était perfectionniste. Et je pense que, si vous voulez, l'approche des examens
a dû créer une pression psychologique importante à laquelle il n'a pas pu résister et il a craqué certainement à un moment donné. Alors justement, par rapport à la pression, est-ce que vous pensez que la pression et le stress sont des éléments déterminants au moment de passer à l'acte? Ah oui, c'est certain. À un moment donné, on a l'impression qu'on ne va plus pouvoir y arriver. Et à ce moment-là, il y a une espèce de pulsion de mort qui vous envahit pour pouvoir arrêter la pression qui s'exerce de plus en plus fort. Cet étudiant avait déjà redoublé. Et à mon avis, c'est le montre d'un perfectionnisme important. Il avait redoublé, alors qu'il aurait pu continuer, il a redoublé parce qu'il voulait être le meilleur du meilleur du meilleur. Et je crois que ne pouvant pas atteindre cet excès, il a mis fin à ses jours. C'est un peu une course à l'excellence. Exactement, c'est une course à l'excellence qui est la cause de pas mal de jeunes, notamment dans les classes préparatoires, entre autres. Merci beaucoup Pierre Nantas d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invité. La trêve hivernale a pris fin hier soir. Après 5 mois d'interruption, les expulsions sont de nouveau autorisées. Selon la Fondation Abbé Pierre, le nombre d'expulsions par les forces de police a augmenté de moitié en 10 ans. Perte d'emploi, problèmes de santé ou surendettement, les appelants sont dans l'incapacité de payer leur loyer. En réponse aux multiples revendications ces dernières années, le gouvernement a annoncé la mise en place du plan Logement d'abord, censé améliorer l'accès au logement social pour les plus démunis. Nous sommes le 1er avril et comme chaque année, il est accompagné de changements, des changements qui prennent effet dès aujourd'hui et qui vont modifier le quotidien des Français. Charlène Slovic, bonsoir. Bonsoir. À quoi faut-il s'attendre ? Alors un lot de petits coups de pouce au pouvoir d'achat est prévu dans plusieurs domaines, surtout au niveau des allocations où des augmentations sont attendues. Du côté des prestations familiales, rien à voir avec les hausses de l'année dernière. Les pensions d'invalidité ou les rentes d'accident du travail ont été revalorisées de 0,3%. C'est bien en dessous des 1,8% de l'année dernière. Le gouvernement a cherché par ce moyen à économiser 400 millions d'euros cette année. Et puis, autre augmentation attendue également, celle du revenu de solidarité active. Son montant passe à 559,74 €, soit 8,80 € pour les bénéficiaires du RSA. C'est un peu plus que l'année dernière où le RSA a été valorisé de 5,42 € seulement. Du côté du prix du gaz, la facture va baisser de 2,2% en moyenne sur le chauffage. Mais attention, ces tarifs pourraient bien augmenter après le mois de juin 2019, date à laquelle les tarifs négociés avec le gouvernement prennent fin. À noter également qu'en plus de cette baisse, 5 800 000 personnes vont pouvoir bénéficier du chèque énergie d'ici la fin du mois d'avril. Une aide pouvant aller de 47 € à 277 € par foyer. Et dans le domaine de la santé, alors, quelles sont les modifications ? Alors, des modifications sont aussi à prévoir, comme pour la couverture maladie universelle complémentaire. Actuellement plafonnée à 8 810 €, elle passera désormais à 8 951 € par an pour une personne seule. En plus de cette mesure, le renouvellement de la CMU se fera de manière automatique pour les bénéficiaires du RSA. Et puis pour terminer, dans le domaine de la santé, les tarifs des prothèses dentaires seront désormais plafonnés. Par exemple, la facture ne pourra pas dépasser 480 € pour une couronne en zircone sur dents visibles. En revanche, d'autres soins augmenteront, comme l'extraction des dents de lait. Merci beaucoup Charlène pour ces précisions et on reste dans le thème de l'économie avec le prélèvement à la source. C'était la grande réforme de ce début d'année. Eh bien, il semble satisfaire près de 2 tiers des Français selon l'INSEE. Pourtant fortement contestée, la mesure n'a semble-t-il pas affecté la consommation. Paul Giffard et Jordan Baum. Bonsoir, je vous en prie, entrez. 63, c'est le pourcentage de Français approuvant cette réforme. Ce couple avec 2 enfants a été avantagé par le prélèvement à la source. Moi, je trouve que le système est très bien. Il permet d'avoir un salaire net avec impôt déduit. On sait ce qu'on touche, on n'a pas de mauvaise surprise. Voilà, quand il faut payer, voilà, on en paye tous les mois. Le sondage a été réalisé par l'agence Odoxa, une réforme qui avait créé des doutes au moment de sa mise en place. Sa présidente nous explique pourquoi. Ça faisait peur aux Français, puisqu'évidemment, ça concerne leur salaire tous les mois et que ça peut être assez effrayant. Finalement, ces peurs ont été très largement levées et les Français sont contents de cette réforme. Cette loi a été préparée depuis 2 ans par la Direction générale des finances publiques. Tout a été mis en place pour éviter les erreurs administratives et rassurer les citoyens. Au niveau national, de nombreuses actions de communication externe ont été mises en œuvre. La DGFiP a utilisé les médias traditionnels, la presse écrite, radio, etc., mais également les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, pour répondre aux préoccupations du moment des contribuables. Une réforme simplifiée qui avantage donc les Français.
La taxe directement prélevée sur leur salaire facilite leur quotidien. Plus de mauvaises surprises quand il faut payer l'impôt sur le revenu. Ils sont 15 000 aujourd'hui et ils pourraient être 40 000 dans les prochains mois. Les trottinettes, vélos et scooters en libre service seront peut-être taxés d'ici fin avril. Cette redevance s'élèverait entre 50 et 65 euros par engin et par an. Elle vise à dissuader de nombreuses entreprises du secteur d'inonder l'espace public avec des véhicules mal stationnés. Cette taxe serait utilisée pour construire des parcs conçus pour ces nouveaux moyens de transport. Selon les entreprises concernées, le prix des abonnements ne devrait pas augmenter pour les usagers. C'était il y a un an. Le nouveau tribunal de grande instance de Paris ouvrait ses portes, mais l'inauguration officielle a eu lieu aujourd'hui en présence du Premier ministre. Julien Albert, vous êtes sur place et cette date coïncide avec la colère de certains magistrats. Bonjour, effectivement, c'est ici même du côté de Batignolles que le Premier ministre s'est rendu peu après 15 heures. Un comité d'accueil particulier l'a reçu puisqu'une trentaine de magistrats et de greffiers étaient présents dans le hall du tribunal. Pancarte à la main, il revendiquait davantage de moyens concernant la justice. Le Premier ministre ne s'est pas arrêté et a même entamé une rapide visite des lieux. Il était accompagné de nombreuses personnalités politiques, dont la ministre de la Justice, le ministre de la Culture ou encore la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le Premier ministre a ensuite prononcé un discours devant une cinquantaine de personnes, le tout à l'abri des caméras. Il a ensuite quitté les lieux et il sera resté en tout un peu moins d'une heure et demie. Une après-midi mouvementée au sein du tribunal de grande instance de Paris, puisque Dieudonné et Bernard Tapie étaient également présents au sein des locaux dans le cadre de leurs procès respectifs. Merci Julien. Et vous les avez forcément déjà remarqués dans la rue, dans le métro, sur les murs ou sur les façades des commerces, les tags envahissent la capitale. Alors, de la mairie de Paris aux initiatives des habitants, comment lutter contre ces actes de vandalisme? C'est une enquête d'Anne-Sophie Détrichet, Maxence Besson, Vadim Krigel et Benjamin Lecrecq. « 3 700 € d'amende et des travaux d'intérêt général, c'est ce qu'encourent les taggeurs. Au même titre que la mairie de Paris, la RATP peine à endiguer le phénomène, malgré un avis unanime sur les dégradations urbaines. Il y a des graphes qui sont vulgaires. Ah mais quand on voit n'importe quoi, quand ça fait dégueulasse, faut le dire quoi. Les campagnes dissuasives n'arrivent pas à convaincre les Parisiens. Moi qui suis écrivain, en fait, c'est une expression libre. Il y a peut-être une place pour ces artistes. À défaut d'avoir des lieux appropriés pour s'exprimer, les taggeurs sont prêts à braver les interdits, et notamment les devantures de commerce qui sont souvent une de leurs cibles privilégiées. C'est le cas de Thibaut, gérant d'un restaurant dans le 10e arrondissement parisien. Le tag appelle le tag, donc on en a un là, et le lendemain on en a eu un autre sur l'autre superficie du restaurant, sur l'autre façade, par là-bas. Où là ça prenait vraiment tout l'espace, ici. Voilà, il y a encore des traces d'ailleurs, on peut le voir. Et voilà, c'est vraiment préjudiciable parce qu'on essaie d'avoir une façade assez jolie et c'est vrai que quand on voit un tag, ça fait pas propre, quoi. C'est pas bien. Des actes aux conséquences financières non négligeables pour ce restaurateur. Là, vous voyez les deux factures pour les deux tags. Donc à chaque fois, il compte le déplacement et le nettoyage. Et si on fait le calcul, c'est la 4e fois qu'ils viennent. On est déjà à plus de 300 €, quoi. Donc c'est un budget qui est assez important pour une petite structure comme la nôtre. C'est un gros budget. En 2012, la mairie de Paris a lancé l'application Dans ma rue. Voyant au bout de 3 semaines que j'avais aucune réponse, j'ai pris les devants et j'ai été voir un particulier, un professionnel du nettoyage de graffiti, qui là, au bout d'un jour, il m'a répondu. Le commerçant voisin, lui, a anticipé. Alors mon entrepreneur m'a suggéré de mettre un revêtement anti-tag, qui n'empêche pas les tags, mais qui permet de nettoyer facilement et sans abîmer les peintures. D'autres ont choisi de décorer leur vitrine à leur image. C'est un rideau avec des lames pleines, donc à l'intérieur, quand c'est fermé, on ne devine pas le shop. Le but, c'était de faire une deuxième vitrine extérieure. Mais ce qui est sûr, c'est que je voulais quelque chose, un rideau pas tagué, vandalisé comme on dit. Je voulais une pièce particulière, donc voilà, et apparemment il y a quelques codes dans le graphe que j'ai appris au fur et à mesure. Plus de 60 galeries sont spécialisées dans le street art à Paris aujourd'hui. De Montorgueil à Oberkampf, de Chat Noir à Federici, les rues n'en deviennent pas moins le théâtre d'une libre expression moderne.
Et les journées européennes des métiers d'art débutent aujourd'hui, un bon moyen de promouvoir l'artisanat français. À l'heure industrielle où tout est à portée de clic, comment ce secteur se porte-t-il? Exemple à Paris avec Liso Campana et Cécile Giraud. Chez J.M. Le Gazelle, tout n'est que luxe, calme et créativité. Depuis 5 ans, cette boutique customise les patines de chaussures et connaît un franc succès. Dubaï et depuis peu New York, partie de rien, l'entreprise familiale s'est développée grâce au bouche à oreille. Quand on fonctionne bien, on a envie de s'agrandir et puis d'agrandir sa zone de présence, mais c'est aussi la rencontre des partenaires qui a fait qu'on s'est installé dans ces endroits-là. J'ai pas les pourcentages en tête, mais ça a toujours suffisamment grandi pour qu'on puisse agrandir la boutique en venant ici, prendre une deuxième boutique à Paris au Galeries Lafayette, ouvrir à Lyon, etc., etc. Entre espoir d'avenir et précarité, tous les métiers ne sont pas logés à la même enseigne. Mathilde termine bientôt sa formation de vitrail à Paris. Et vivre de sa passion à quelques conditions. Alors c'est pas compliqué de s'insérer sur le marché du vitrail à partir du moment où tu acceptes d'être mobile. Ça va être à toi d'être amené à travailler dans plusieurs ateliers. Sur Paris, c'est bouché. Il faut savoir qu'un vitrailliste, s'il termine sa carrière d'ouvrier, je dis bien d'ouvrier, ou de chef d'atelier à 2 000 €, c'est le maximum. L'incertitude. Elle habite chaque année plus d'1 million d'artisans en formation. Mais en 2018, 170 000 entreprises ont tout de même vu le jour dans toute la France. Paris 2024 déjà en ligne de mire puisque les premières étapes de qualification pour intégrer l'équipe de France d'aviron ont débuté ce week-end à Vers-sur-Marne. Reportage sur une discipline dont l'avenir olympique reste incertain. Fiona Faria, Maximilien Ricci et Jules Houdard. Bras, jambes, dos, tous vos muscles sont sollicités pour glisser sur l'eau. L'aviron, un sport aussi physique que technique, se pratique aussi bien seul qu'à 8. Discipline olympique depuis 1900, sa place aujourd'hui fragilisée inquiète les rameurs. J'adore la compétition. Alors c'est vrai que sur le niveau national c'est super, mais après la compétition internationale c'est au-dessus, quoi. C'est vraiment incroyable. Moi si jamais on me dit que j'ai la possibilité d'aller aux Jeux Olympiques alors que je m'entraîne comme un dingue et je suis à 20 heures par semaine d'entraînement et que malgré ça mon sport sera probablement plus aux Jeux Olympiques, bien sûr je suis triste. Le bassin qui accueillera les Jeux de 2024 pourrait donc être celui des dernières Olympiades pour l'aviron. Victime du coût de ces infrastructures, il peine à se faire une place parmi des sports plus attractifs. Une tendance que regrettent les membres de la Fédération française. C'est sûr qu'on est en concurrence avec le côté fun des disciplines qui apparaissent, mais le côté fun, c'est un peu le côté aussi Kleenex. C'est-à-dire que ça va plaire un temps, et puis dès que la mode sera passée, on passera à autre chose. Afin de dynamiser et rendre plus spectaculaire ce sport traditionnel, la Fédération française a décidé de diversifier ses courses et de privilégier les sprints, en espérant que son histoire avec les Jeux ne cesse au-delà de 2024. Deuxième année d'activité pour Parcoursup. Alors, les lycéens vivent le stress des derniers jours avant la confirmation des vœux. Ce système très critiqué à ses débuts a-t-il désormais atteint ses objectifs? Élément de réponse avec Célia Amran et Soyinka Poissy-Toucault. Zara est élève en terminale. Son lycée, situé à Villepinte, souffre de l'image péjorative associée aux jeunes de banlieue. Elle a jusqu'à mercredi pour confirmer ses vœux. La jeune fille craint de ne pas avoir les mêmes chances que les lycéens parisiens. Je pense que le fait de venir de banlieue, c'est un facteur qui joue. Il y a cette étiquette du 93. Les profs nous ont expliqué ce qu'était Parcoursup. Ils nous ont aussi expliqué les discriminations qui allaient avec et ils nous ont même poussé à aller faire les blocus. Depuis le lancement de Parcoursup, ils sont nombreux dans ce cas. Dans cette école de biologie du 20e arrondissement, Patrick Lopez est chargé du recrutement des futurs étudiants. Il rappelle les critères qui dictent le processus de sélection. Nous, on est une école sélective, mais c'est un critère dont on ne tiendra pas compte. Alors, a priori, on ne devrait pas en tenir compte précisément. Mais nous, ça n'a aucun intérêt. On est vraiment dans une dynamique de travail avec l'étudiant. Si l'étudiant a envie, est passionné, il y aura de fortes chances qu'il réussisse, quel que soit le lycée dont il est originaire. La plateforme impose désormais que les dossiers soient partiellement anonymes, une nouvelle mesure sans doute de nature à rassurer ses élèves. Ce mardi marque la journée du livre pour enfants. À l'heure des mises en garde sur les effets néfastes des écrans, le secteur de l'édition tire plutôt bien son épingle du jeu. Illustration à Paris avec Marie Gingot et Pauline Borgogneau. À l'heure du tout numérique, on pourrait croire que les enfants se détournent des livres. Et pourtant, le marché de la littérature jeunesse ne désemplit pas. Un succès qui s'explique par l'aspect éducatif des manuels à la vente. Ça le permet d'apprendre les couleurs, les lettres.
les objets. C'est bien la couleur qui attire en premier les enfants. Et les illustrateurs l'ont bien compris. C'est grâce au visuel qu'ils séduisent les plus jeunes. Ambre compte bien révolutionner le métier avec ses techniques innovantes. Toutes les techniques qui vont être plus contemporaines, les livres qui vont utiliser des pop-up ou des découpes laser justement pour essayer de créer un univers et d'intéresser plus facilement le jeune lecteur qui va s'identifier à un univers. Univers coloré, féerique, ludique, voire interactif, c'est ce que propose cette librairie jeunesse du 19e arrondissement de Paris. Les enfants aiment jouer avec leurs sens et la gérante en est bien consciente. Là, les petits livres qui ont énormément de succès avec les petites puces pour écouter les bruits, les chansons et tout, parce que c'est des choses où ils vont faire eux-mêmes. Et les enfants, ils sont très attirés par les livres, par les couleurs, par les matières, par les histoires. Ils adorent ça quand on leur raconte des histoires. Et question histoire, les enfants ont aujourd'hui l'embarras du choix. Alors plus d'excuses, mettez-vous à la page. Jules Boscherini, bonsoir. Vous nous rejoignez pour parler de burgers et de snacking. Bonsoir Sacha, bonsoir Eva. Bonsoir Jules. Alors oui, en effet, le snacking est une pratique de plus en plus répandue dans notre quotidien. Communément appelée restauration rapide, le snacking consiste à manger des plats tout prêts et standardisés de manière nomade. À l'occasion du salon du sandwich, nous avons essayé de comprendre ce phénomène. Nous sommes à Porte de Versailles sur le salon Sandwich and Snack Show pour vous parler du burger, une pratique de plus en plus présente chez les Français. Frédéric va nous préparer un burger végétal. Ça va être la première fois que je vais goûter un burger végétal, donc on va voir ce que ça donne. Là, c'est vraiment l'exemple d'avoir quelque chose qui a une texture de viande, mais qui, en fin de compte, est 100% végétal. Hein. L'action citoyenne peut aussi se dégager de ce truc-là, quoi. C'est super bon. Alors là, on va se rendre sur le stand d'Anthony qui a 28 ans et qui fait des burgers dans des food trucks un peu partout en France, mais majoritairement dans la région Île-de-France. Pourquoi mettre la cloche justement? Alors en fait la cloche, si tu veux, elle permet au fromage de fondre uniformément sur le steak. Et toi, c'est la première fois que tu fais des... bah là, comme ça en immersion, ouais, c'est la première fois que je fais mon burger, parce que d'habitude je t'ai dit c'est dans ma cuisine. Bah tu referas le même à la maison, hein. Ouais, bah je vais essayer, je vais prendre la recette et je l'emmènerai sur le plateau. Si tu veux, on va regarder sous la cloche, voir le fromage où est-ce qu'il en est. Bam. Je pense qu'on a un besoin aujourd'hui de manger rapidement, mais pas forcément mal. Du coup, le burger, il a complètement été revisité. Ouais, en fait. C'est ce qu'on voit depuis 10 ans. Bah, y a vraiment eu un effort qui a été fait au niveau des produits, ça. La qualité des viandes, tout ça. Parce qu'on veut manger rapidement, mais pas mal. Et du coup, chacun se réapproprie le burger avec ses propres ingrédients. Je peux en manger toute la journée. J'étais en galère. Là, t'es sur du pré-tranché. On peut envisager une reconversion? Franchement, complètement. Moi, je t'embauche. Super. J'ai pris la carte de visite. On va y réfléchir. Bon, je te remercie. C'était un plaisir. Oublie pas d'enlever tes gants. Je vais pas partir avec. Tu sais. Que pouvez-vous nous apprendre de plus sur le burger? Eh bien, l'info de ce salon 2019, c'est que l'on aura vu Anthony Verset, représentant du Sud-Est, remporter la Coupe de France du burger avec son Chaillet. Alors, c'est Anthony Verset avec... Mais tout d'abord, c'est principalement le midi que l'on se rend compte de l'essor du snacking, car c'est un gain de temps et d'argent pour ceux que l'on appelle les snackers. Aujourd'hui, 4 déjeuners sur 10 sont issus de ces lieux et l'on dépense en moyenne 9,70 € en restauration rapide et 7,30 € en boulangerie contre 13,50 € en restauration classique. C'est le sandwich qui est numéro 1 en termes de préférence, mais c'est bien son dauphin, le burger, qui nous intéresse. Mais alors Jules, où est-ce qu'il faut se rendre pour manger un bon burger? C'est très simple, un peu partout. Rien qu'à Paris, on dénombre près de 88 points de vente par kilomètre carré. Pour illustrer, en 2007, il y avait 24 000 points de vente de type sandwicherie ou restauration rapide contre 41 000 l'an dernier. Un chiffre qui double même lorsque l'on rassemble les grandes surfaces, les épiceries et les boulangeries. Logique, puisque 60% des consommateurs français se rendent au moins une fois dans la semaine dans un lieu dédié au snacking. Alors Jules, je vois que vous nous avez amené un burger, il a l'air très bon. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Bien sûr. Alors malheureusement, moi j'ai pas eu la chance de m'inscrire à la Coupe de France du burger. J'étais un peu vexé pour être honnête. Donc comme vous avez pu le voir en image sur le reportage qu'on a vu juste avant, avec Anthony, j'ai commencé mon entraînement pour la prochaine édition. J'ai continué à mettre ses conseils en pratique et c'est pourquoi pour votre dîner, je vous offre un burger maison fait par mes soins. Ah, bon appétit. Merci beaucoup Jules. Merci. Il a l'air très bon en tout cas. Ça nous donne des idées pour ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 19 h. Bonsoir. Bonsoir.